Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'ufologie française, de la recherche ufologique française depuis ses débuts, depuis ses tout débuts à la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 70 et même au début des années 1980. Donc nous allons voir en particulier que les soukoupistes puis les ufologues ont constitué de véritables réseaux de recherche à l'échelle du pays et même au-delà, qui leur ont permis de collecter beaucoup de données et de constituer des modèles, de constituer des hypothèses, voire des théories, et parfois de les vérifier. Donc, dans les premiers temps de la recherche soukoupique, on appelait à l'époque, à la fin des années 40 et surtout dans les années 50, voire dans les années 60, les adeptes de cette recherche s'appelaient des soukoupistes. Les phénomènes inexpliqués aériens, atmosphériques qui étaient constatés, qui étaient détectés, étaient appelés les soucoupes volantes, voire les MOC, les mystérieux objets célestes. On ne parlait pas encore ou très peu d'OVNI. Donc l'un des premiers à parler, à discuter, à évoquer les recherches qu'il a mises en place fut Aimé Michel. Donc il constitue l'un des pionniers du soukoupisme français, avec d'autres comme Henri Chaloupet, comme Marc Thirouin, comme Jimmy Guilleux. Mais lui va très rapidement, tout en travaillant à l'échelle individuelle, puisqu'au départ, évidemment, les soukoupistes ne sont pas encore intégrés ou massivement intégrés dans des organisations ufologiques qui n'existent pas encore ou qui sont très, très rares sur le sol français. Donc lui va très rapidement se constituer un réseau de sympathisants, de correspondants, de lecteurs, grâce à la publication de son premier livre, Lueur sur les soucoupes volantes, au début de l'année 1954. Donc Aimé Michel est venu assez tard, si on peut dire, à la soucoupe volante, puisque même s'il a vu passer les événements de 1946 sur la Scandinavie et sur l'Europe de l'Ouest, avec les Ghost Rockets, les fusées fantômes, même s'il a entendu parler de l'observation de Kenneth Arnold en 1947, le 24 juin, il ne s'est pas encore vraiment intéressé au phénomène OVNI, au phénomène soucoupe volante, et en tout cas l'a considéré comme quelque chose qui était probablement des élucubrations ou des fantasmes. Mais ce n'est qu'aux alentours du début des années 1950, donc 1952, selon Jean-Pierre Rospart, dans une biographie qui est consacrée à Aimé Michel, qu'il reçoit ce qu'il appelle l'un des chocs de sa vie en consultant un dossier de la météorologie nationale sur les phénomènes inhabituels signalés par les stations. Et là, il se rend compte, selon ses dires, que ce qui était signalé par les témoins est probablement vrai. Donc il va se mettre fébrilement à rechercher des informations sur la question. Alors il va essayer de retrouver d'autres personnes qui étaient intéressées par le phénomène. Il va intégrer la première commission d'enquête, la première structure, la première organisation d'enquête sur la question. Il va chercher dans les milieux de l'armée à avoir des contacts pour obtenir des informations. Et il va rédiger son livre Lueur sur les soucoupes volantes, qui, selon ses propres termes, n'aura pas trop de succès. Néanmoins, ça lui permettra de constituer à l'échelle de la France un véritable réseau de lecteurs, de sympathisants et donc d'observateurs potentiels qui vont lui communiquer leurs informations, qui vont lui communiquer des articles de presse. Et donc, il va commencer à engranger les données sur la question, ce qui va lui permettre, donc, grâce au travail en partie exécuté grâce à son réseau, ça va lui permettre d'établir les premières hypothèses, des hypothèses en tout cas, sur la question, et notamment l'hypothèse des oppositions de Mars. Donc Aimé Michel, comme Jimmy Guilleux à la même époque, constate qu'il y aurait une corrélation entre opposition de Mars, c'est-à-dire les moments où Mars est la plus proche de la Terre, et vagues de soucoupe volante. Et à partir de là, après avoir formulé donc cette hypothèse, il va essayer de la vérifier. Donc il va prédire que pour l'année 1954, et surtout pour la fin de l'année 1954, il devrait y avoir une vague de soucoupe volante, et incroyablement, les faits lui donnent raison. On assiste sur toute l'Europe et dans le monde entier, puisqu'il y aura même des observations jusqu'à Tananarive, à une véritable vague de soucoupe volante avec de multiples observations en France, notamment dans le nord de l'Italie, en Belgique. Et donc, fort de ce succès, Aimé Michel renouvelle sa prédiction pour 1956 en
en tout cas en proclamant qu'une vague pourrait avoir lieu sur le Moyen-Orient. Malheureusement, là, ce qu'avait annoncé Aimé Michel ne se vérifie pas, et donc l'hypothèse tombe à l'eau. Néanmoins, on est entré dans un fonctionnement de type scientifique, puisque à partir de données, un modèle de fonctionnement est mis sur pied, est bâti, et ensuite il est vérifié, validé ou invalidé. Donc là, en l'occurrence, il est invalidé. Un peu plus tard, à la suite de la récolte des données sur l'année 1954, Aimé Michel va élaborer une autre théorie, ce qu'il a appelé donc une théorie, ou ce qui a été appelé improprement une théorie, c'est-à-dire la théorie des alignements, ou la théorie orthothénique, à savoir selon laquelle les ovnis, enfin en tout cas les soucoupes volantes à l'époque, se déplaceraient le long de grands arcs de cercles terrestres, et donc il trouve de nombreux alignements, et il les recense. Alors cette théorie va être diffusée dans les réseaux, grâce par des courriers. Aimé Michel écrivait énormément, mais aussi dans des articles qui vont être diffusés, en particulier dans la revue LDLN, Lumière dans la nuit. Cette hypothèse va être donc reçue, discutée, débattue et vérifiée par certains ufologues comme Jacques Vallée, le jeune Jacques Vallée à l'époque, qui va essayer de tester cette hypothèse, qui va le faire grâce aux moyens informatiques de l'observatoire de Meudon. Donc il va jeter des points au hasard comme ça sur une carte de manière informatique, et il va constater que en fait la plupart des alignements peuvent s'expliquer par le hasard. Donc l'hypothèse d'Aimé Michel est en grande partie invalidée. Néanmoins, pour certains alignements ne pourraient pas s'expliquer par le seul hasard, notamment l'alignement Bavik-Bayonne-Vichy, l'un des alignements qui était constitué par le plus grand nombre de points. Donc voilà, là encore, le fonctionnement de la recherche sous-coupique en réseau a permis une bonne diffusion des informations, une vérification des modèles établis et un rejet de ces modèles. Ce fonctionnement en réseau va s'accentuer avec les années, puisque les premiers groupements sous-coupistes vont se créer. Donc l'un des tout premiers aurait été créé dans la région de Grenoble à l'extrême fin des années 1940. Donc ça aurait été un groupement qui aurait été en particulier animé par Jacques Bacquard et des techniciens dans le domaine des ingénieurs, des techniciens du son, donc des gens qualifiés. Puis en 1951 ou peut-être en 1953, on aurait eu le groupement de la Commission internationale Ouranos qui aurait été créé. Donc là, il y a une incertitude sur les dates. Est-ce que le groupement a été créé avant la revue ou est-ce qu'il a été créé après la revue? Je rappelle que la revue Ouranos a été créée en 1952, le 24 juin, un an jour pour jour après l'observation de Kenneth Arnold. Et puis les groupements vont se créer de plus en plus. On en a quelques-uns dans les années 50. On a le groupement affilié au Courrier Interplanétaire, un journal format papier créé par Alfred Nahon. On aura également la revue Lumière dans la nuit, créée en 1957 par Raymond Vellit, et ensuite qui sera véritablement, qui paraîtra à partir de 1958. Puis un peu plus tard, le GEPA, le groupe d'études des phénomènes aériens, une association parisienne. Et c'est surtout ensuite dans les années 1970 à la fin des années 60 et dans les années 1970, que les groupements vont se multiplier en France pour atteindre à leur maximum peut-être plusieurs centaines de structures, qui étaient souvent des structures liées à Lumière dans la nuit. C'était des cercles affiliés, ou des délégations plutôt, affiliés à Lumière dans la nuit. Donc on a un véritable réseau de groupements qui se met en place et qui couvre l'ensemble du territoire national et qui va même au-delà. Il est né de la volonté des sous-coupistes, qu'on va commencer à appeler ufologues dans la deuxième moitié des années 1970, de la volonté des sous-coupistes d'améliorer leurs résultats. Ainsi, Raymond Vellit l'écrit dans Mystérieuse soucoupe volante, un ouvrage édité par Lumière dans la nuit, dans lequel il dit que rapidement, en fait, les limites du travail individuel apparurent aux sous-coupistes et ils furent rapidement convaincus de la nécessité de
de créer les premiers réseaux. Et c'est ainsi que naquit ou que se développa LDLN. Donc on va développer cet exemple, justement l'exemple de LDLN, parce que c'est un exemple particulièrement évocateur. LDLN donc est d'abord une revue, puis va créer un premier réseau qui sera le réseau des lecteurs. Donc LDLN dans les années 70 aura de très nombreux lecteurs, puisqu'on a la revue sera lue par 5 000 à 15 000 abonnés. Donc les chiffres, la fourchette de chiffres est assez large, mais selon les sources, on a peu de renseignements qui nous permettent de l'affiner. Donc selon Joël Ménard, on serait à tel chiffre, selon d'autres sources, on serait à tel chiffre. Donc on peut évaluer entre 5 000 et 10 000 abonnés dans les années 70 à la revue LDLN. Donc c'est un premier réseau qui se crée et qui donc permet à la revue d'avoir des lecteurs un peu partout en France et aussi à l'étranger. On aura aussi beaucoup d'abonnés à l'étranger qui lui communiqueront des renseignements et qui en retour donc obtiendront la revue et auront en retour des renseignements sur beaucoup de points liés à la recherche sur les soucoupes volantes. LDLN va aussi mettre sur pied un réseau, un autre réseau, plusieurs autres réseaux. On aura un réseau de détecteurs qui comptera jusqu'à 500 détecteurs, donc des détecteurs magnétiques et des détecteurs composites, donc qui permettaient d'éventuellement de détecter les ovnis. Donc on avait parfois des détections d'ovnis, parfois non, donc c'était un peu aléatoire. Et surtout, les résultats ne semblent pas avoir été à la hauteur des espérances. Selon l'un des responsables du projet qui s'appelait René Ollier, eh bien, les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances et seuls quelques pourcentages des ovnis furent détectés. LDLN mit également sur pied d'autres réseaux, donc il y eut des réseaux notamment le RESUFO, des réseaux d'observateurs du ciel. Donc là, c'est un réseau qui avait été imaginé par Michel Monnery, qui était l'un des responsables de LDLN. Et donc ce réseau était constitué au maximum de 40 personnes, de 40 participants, qui avaient pour mission de photographier le ciel, notamment lors des nuits d'observation du ciel qui étaient organisées par LDLN. Et là aussi, les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances, puisque le RESUFO, donc les photographies du RESUFO qui étaient examinées par Michel Monnery, ne furent pas, selon ses dires, couronnées de succès. Il aurait fallu, selon lui, peut-être 1000 participants au projet pour couvrir les 550 000 km² du territoire français pour qu'il y ait une véritable efficacité. Donc je reviens sur le réseau de détecteurs magnétiques. Il avait été mis au point par le GTR, le groupement technique de recherche, un groupement mis sur pied par LDLN, et donc s'intéressait à différents phénomènes qui étaient constatés lors d'observations d'OVNI, donc des phénomènes impliquant le magnétisme, impliquant la gravité, impliquant la propulsion, la radioactivité, puisque dans certaines observations, on pouvait avoir des mesures de telle grandeur physique. Donc le GTR s'efforça de mettre au point des détecteurs en ce sens, et aussi des détecteurs composites qui s'intéressaient, disons, aux infrasons, aux ultrasons, aux variations donc, de la gravité, donc le magnétisme, et essayer de faire de la rétro-ingénierie. Donc par rapport à toutes les données qu'ils obtenaient, ils s'efforçaient d'essayer de reproduire certains phénomènes associés aux ovnis, comme ceux que je viens d'évoquer. On faisait la même chose dans certaines autres organisations. C'était notamment le cas du GEPA, donc cette association parisienne qui était constituée d'un bataillon d'ingénieurs et de docteurs en sciences, qui elle aussi s'efforçait de reproduire ce qu'ils appelaient les phénomènes secondaires associés aux ovnis. Donc les phénomènes primaires, l'ovni en lui-même étant impossible, selon les dires de René Fouéré, le responsable de l'association, à reproduire. On s'intéressait aux phénomènes secondaires, magnétisme, gravité, propulsion, matériaux, radioactivité. Donc je reviens à LDLN. Donc LDLN met en place son réseau de lecteurs, met en place son réseau de détecteurs, son réseau d'observateurs du ciel. LDLN aussi avait un véritable réseau bien sûr de délégués, ce qu'on n'a pas encore évoqué, ce qui était peut-être le plus important. La revue
fédérait autour d'elle le travail de milliers d'enquêteurs. Elle distribuait des cartes d'enquêteurs à ses adhérents qui se regroupaient de manière régionale ou départementale dans des délégations. Et donc il y avait plusieurs milliers de délégués, en tout cas d'enquêteurs, plusieurs centaines de délégués qui géraient, qui organisaient leur délégation et qui rédigeaient leurs rapports et les transmettaient à la revue. Donc, si vous voulez, il y avait comme un réseau, un maillage territorial constitué de mailles très fines qui permettait d'espérer qu'aucune information ufologique ne puisse échapper à, à la revue et aux organisations. Pour donc permettre un meilleur fonctionnement, un bon fonctionnement de ces réseaux, réseaux de détecteurs magnétiques, réseaux d'observateurs du ciel et autres réseaux, LDLN diffusait en retour des conseils dans sa revue. Donc il y avait des articles qui étaient consacrés spécialement à améliorer les techniques mises au point et à améliorer les techniques d'enquête des enquêteurs. Donc on avait une sorte de feedback, hein, les enquêteurs transmettaient leurs informations et en retour recevaient donc les résultats globaux et aussi des conseils techniques pour améliorer leur pratique. Donc toutes ces données récoltées devaient être exploitées et elles étaient, avant d'être exploitées, mises en, disons, recensées, classées dans des catalogues. Hein. L'un des premiers catalogues fut notamment celui de Guy Quincy, donc un des premiers catalogues recensés et connus fut celui de Guy Quincy, un archiviste d'Afrique du Nord, dont Jacques Vallée dit que tous les catalogues ultérieurs s'inspirèrent du sien. Il y eut d'autres catalogues qui étaient manuscrits, mais aussi rapidement on se rendit compte de l'importance d'élaborer des catalogues informatiques. Avec l'émergence des moyens informatiques, l'informatique montra les possibilités qu'elle pouvait permettre, notamment pour établir des corrélations. LDLN élabora le FIDUFO, donc un fichier informatique de données sur les ovnis, donc qui devait permettre d'améliorer la recherche sur les ovnis. Donc les phénomènes étaient catalogués avec de multiples données, hein, selon celles qu'on possédait, notamment la date de l'observation, l'heure, la durée, la forme de l'objet, sa couleur, son déplacement, son azimut, etc. etc. Donc tout ça était recensé dans le FIDUFO et devait permettre aux scientifiques d'accéder plus rapidement aux données et d'établir des rapprochements plus rapides. Ces données, donc classées et obtenues par les groupements, permettaient aussi d'établir des vérifications, en tout cas d'établir des théories et des vérifications. Elles étaient vérifiées. Les photographies, par exemple, étaient vérifiées par Michel Monnery, chez LDLN, par Michel Monnery et par un photographe professionnel, ainsi que par des scientifiques. On a un exemple d'analyse de photographie qui débouchèrent donc sur une conclusion positive. Ce furent les analyses des clichés du lac Chauvet, pris en 1952 par l'ingénieur André Frénial, qui furent analysés dans les années 70 et 90 en 2 temps par Pierre Guérin, l'astrophysicien Pierre Guérin. Donc les analysa et en arriva à la conclusion que ce n'était pas un trucage ni un canular, et qu'on avait bien un objet d'une taille consistante. Je crois qu'il était arrivé à plusieurs mètres de diamètre pour le disque qui était photographié. Voilà. Mais il faut savoir donc que ce cas est actuellement remis en cause, hein, notamment par un certain nombre de chercheurs à l'aide d'un nouveau logiciel qui vient d'apparaître, qui permet d'analyse de l'image, le logiciel IPACO. Et donc ce cas est âprement débattu à l'heure actuelle. Donc les données étaient vérifiées, les données étaient également utilisées pour procéder à de la rétro-ingénierie. Donc on l'a vu, hein, les groupements LDLN avec le GTR, le GEPA s'intéressaient beaucoup à cet aspect de la question. Et plusieurs personnes qu'on peut citer, à titre d'exemple, procédèrent à des tentatives de rétro-ingénierie. Donc il y eut le docteur en médecine Marcel Pagès, qui s'efforça en tout cas de démontrer que les ovnis fonctionnaient grâce à l'antigravité et s'efforça de construire des prototypes. Il a même aux États-Unis présenté ses découvertes
Bon, il semble que son travail file en feu. Plus récemment, on a Jean-Pierre Petit, hein, le célèbre astrophysicien Jean-Pierre Petit, qui lui a annoncé s'être inspiré des observations d'OVNI pour développer ses recherches en magnéto-hydrodynamique. On a aussi d'autres cas, d'autres exemples plus anecdotiques, comme par exemple Paul Lafonta, donc un chercheur associé adhérent du GEPA, qui lui s'était forcé de reproduire les effets sur la végétation d'un rayonnement électromagnétique potentiel, et était arrivé avec succès à reproduire les mêmes phénomènes constatés sur la végétation. L'objectif des réseaux donc était de collecter des données, de reproduire les phénomènes observés, mais aussi de diffuser l'information. Donc les revues, c'était la principale raison des revues, mais outre les revues, il y avait d'autres moyens pour diffuser l'information et donc entretenir la flamme, hein, de la base. C'était les réunions, les congrès, les colloques, les conférences, les journées ou les nuits d'observation du ciel, les diaporamas, donc toutes sortes d'événements qui étaient mis en place par les groupements. On a de bons exemples avec LDLN, mais aussi avec des groupements plus confidentiels comme le CVLDLN dans les Vosges, le Cercle Vosgien Lumière dans la Nuit ou le GPUN, le groupement privé ufologique nancéen. Donc tous ces groupements, hein, qu'ils soient d'envergure ou qu'ils aient quelques dizaines d'adhérents, s'efforçaient de mettre en place de telles mesures pour multiplier leurs adhérents, donc multiplier leur rentrée d'argent pour mieux fonctionner, et aussi multiplier leurs sources d'informations potentielles. Et également, outre la diffusion d'informations, ces groupements, on l'a vu un petit peu, s'efforçaient d'écrire des articles, en tout cas de diffuser des renseignements techniques pour améliorer les méthodes de recueil de l'information. Donc on avait des articles, on avait aussi, et ce dès le début des années 70, voire même la fin des années 60, les groupements avaient l'ambition de constituer des documents que devaient garder avec eux les enquêteurs lorsqu'ils partaient sur le terrain pour ne rien oublier. Donc c'était des sortes d'aides-mémoires, hein, qui prirent le nom de livret de l'enquêteur, de guide de l'enquêteur. Il y avait aussi des guides de l'observateur. Et donc dedans, il y avait toutes sortes de conseils qui étaient destinés à avoir les bons réflexes en cas d'observation ou en cas de recueil d'informations. Il y avait notamment dedans des questionnaires détaillés qu'on soumettait aux témoins, qui bien souvent étaient constitués de plusieurs dizaines de feuilles et donc qui étaient très 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 complets. On a souvent dit à ce propos que cette volonté d'améliorer la qualité de la recherche ufologique avait commencé avec la remise en question de l'hypothèse extraterrestre, hein, à la fin des années 70 en France, notamment avec Michel Monnery et ses deux ouvrages, Et si les extraterrestres n'existaient pas, et Le naufrage des extraterrestres, avec aussi la publication de l'ouvrage de Barthel et Brucker. Donc on a souvent dit que cette remise en question et ce renouvellement des méthodes, cette amélioration des méthodes, était liée à cette remise en question. Mais c'est un raccourci assez rapide dans la mesure où on constate que dès la fin des années 60, on a ce genre de pratiques qui se mettent en place, des articles très, très importants qui insistent sur la nécessité et sur les points à aborder lors des enquêtes, tant au GEPA qu'à Lumière dans la Nuit. Donc dès le début des années 70, on a beaucoup d'articles qui paraissent dans Lumière dans la Nuit pour améliorer l'action des enquêteurs sur le terrain. Et enfin, donc, il faut évoquer la collaboration entre des groupements, hein, qui permirent à ce réseau de fonctionner à toutes les échelles. Donc à l'échelle de l'individu, à l'échelle du groupement et à l'échelle du groupement de groupements, hein, si vous voulez. Et donc, ce qui était important, c'est que les groupements s'échangèrent l'information entre eux. Bon, il y avait bien sûr des rivalités, hein, surtout dans la deuxième moitié des années 70, mais les groupements souvent s'échangeaient des informations. Il y avait déjà une grande porosité entre les groupements. Les premiers groupements, les groupements d'envergure, avaient pour adhérents des adhérents qui appartenaient à différents groupements à la fois. Alors on avait Aimé Michel, par exemple, qui appartenait à différents groupements. On avait aussi René Ollier et bien d'autres.
Donc l'information s'échangeait par ce biais-là. Les groupements s'échangeaient aussi beaucoup leurs revues, hein. Et ça, on en a de bons exemples avec le GPUN et le CVLDLN, surtout le GPUN, qui envoyait sa revue à de nombreux groupements et qui recevait en retour les revues de nombreux groupements. Donc, on pouvait se tenir à les adhérents des groupements et les groupements eux-mêmes pouvaient se tenir au courant de ce qui se passait de manière assez efficace, et même à l'international, hein, puisque les groupements avaient des adhérents un peu partout, en tout cas les grandes organisations avaient des adhérents un peu partout dans le monde et diffusaient leurs bulletins en France et à l'étranger, tout comme ils recevaient des bulletins de l'étranger. Cette collaboration entre les groupements se faisait aussi par courrier, hein. Dans les archives, on retrouve beaucoup de courriers d'adhérents de certaines structures à d'autres adhérents d'autres structures, et aussi lors d'événements comme les nuits de surveillance du ciel, qui étaient dans les années 70 organisées qui étaient mises en place, disons, de manière récurrente par certaines organisations comme la SFEPS, Société varoise d'études des phénomènes spatiaux, auquel nuit adhéraient beaucoup d'organisations nationales et aussi internationales. Et donc, pour rationaliser les méthodes de chacun, pour les standardiser, en fait, les pratiques de chaque organisation, certains essayèrent de les fédérer. Et on a des structures collectives, en tout cas des structures regroupant, des structures fédératives regroupant ces organisations qui apparaissent à la fin des années 70. On a le CECRU, le Comité européen pour la consultation et la recherche ufologique, je crois, si je ne me trompe pas, qui est créé en 1978 et qui donc coordonne, qui fédère des structures françaises et aussi des pays limitrophes. On a la Fédération française d'ufologie, également créée au début des années 80, et aussi des comités régionaux d'organisations qui voient le jour, comme le CNEGU, le comité nord-est des groupements ufologiques, et qui font tache d'huile, hein, dans d'autres régions, comme en Île-de-France par exemple, on a le SIGU qui apparaît, en Poitou-Charentes également, en Bretagne, des organisations régionales, des groupements régionaux d'organisations voient le jour et donc essayent d'avoir des méthodes similaires, de standardiser leurs méthodes, de regrouper leurs moyens pour plus d'efficacité, d'enquêter les uns pour les autres. Et donc tout cela fonctionne plus ou moins bien. Et au final, la plupart de ces groupements ont périclité, voire ont été dissous, sauf un, le CNEGU, qui d'un comité, d'un groupement de groupements, est aujourd'hui devenu un groupement d'individus, mais fonctionne toujours. Donc au final, on a une recherche sous-copique puis ufologique en France qui est d'abord le fait d'individus, mais ça dure très peu de temps. Les individus, dès les années 50, commencent à se regrouper au sein d'organisations qui vont massivement apparaître dans les années 1970. Et donc, ce réseau va être organisé, va être maillé sur toute la France. Il va y avoir donc des centres de ces réseaux, les principales organisations ou les principaux individus, et des centres secondaires, hein, donc des groupements de moindre importance, qui vont s'échanger l'information. Donc les flux vont être nourris sur tout le territoire français et même au-delà, hein, puisque l'ufologie française va être connectée à l'ufologie européenne, va être connectée à l'ufologie du reste du monde, hein. Le GEPA était par exemple très lié aux ufologues sud-américains et nord-américains également. Et donc on aura un fonctionnement qui va être, disons, de plus en plus idéal, enfin, en tout cas de plus en plus efficace grâce à cette structuration. Et il faut quand même considérer un point suivant que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui est important, c'est qu'en France, on va avoir un autre réseau parallèle qui va se mettre en place, un réseau public. Donc à côté du réseau privé, le réseau des ufologues et des organisations et des groupements d'organisations privées, il va y avoir un réseau public qui va se mettre en place. Donc au départ, ce réseau est le fait
est mis en place et organisé par l'armée de l'air en particulier. Mais en 1977, on lui donne une nature plus civile, hein, et plus scientifique, puisque c'est le CNES désormais qui chapeaute le GEPAN qui est créé, hein, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est donc, dont le premier directeur est Claude Poher, et donc qui va chapeauter la recherche publique. Donc ce réseau s'appuie donc sur le GEPAN, mais aussi sur tous ceux qui lui procurent des informations, toutes les administrations. On a la gendarmerie qui va pourvoir le GEPAN en information, l'armée de l'air, l'aviation civile, la météorologie nationale. Et donc beaucoup d'administrations vont drainer les informations, les collecter, les drainer et les envoyer au GEPAN qui va les analyser et ensuite donner certains rapports à l'armée qui va en faire, on ne sait pas trop ce qu'elle va en faire, donc qui va en tout cas au minimum les conserver. Donc ces deux réseaux vont fonctionner essentiellement en parallèle, même s'il va y avoir des tentatives de rapprochement. En 1978, Claude Poher, par exemple, invite à Toulouse les principales organisations et groupements français. Il va essayer d'établir une collaboration, mais finalement, elle ne sera pas suivie des faits, car pour différentes raisons, notamment une certaine déception des ufologues privés. À l'heure actuelle, avec le GEPAN, avec un I, hein, pour information, on essaie également de tirer parti des compétences des ufologues privés avec les IPN, les intervenants du premier niveau. Voilà, donc on a des tentatives de rapprochement, mais il semblerait qu'il n'y ait jamais eu une ouverture complète de l'information, une circulation véritablement libre et ouverte de l'information. Et c'est probablement ce qui manque pour obtenir de meilleurs résultats. Donc les ufologues déplorent, hein, à l'image d'une formule assez célèbre, que ce qu'on sait sur les ovnis pourrait tenir sur un timbre-poste, hein, au bout de décennies de recherche, mais c'est probablement à cause du fait que eh bien, l'information ne circule pas assez librement, ouvertement, et il y a trop de freins, d'entraves à la circulation de l'information. On peut imaginer que si il y avait une véritable coopération privée-publique, s'il y avait des structures européennes d'études des ovnis publiques, et ou si le problème était pris à bras le corps à l'échelle internationale, notamment sous l'égide des Nations Unies, comme ça avait été demandé dans les années 1960 et voire 1970 aussi par des ufologues célèbres, par exemple Jacques Vallée ou Hynek ou James McDonald, eh bien on aurait certainement, peut-être, en tout cas, de meilleurs résultats. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'ufologie française. Je vous remercie.